bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Puig, ce nom important dans la beauté et le luxe. Un groupe familial espagnol assez discret, mais avec des marques très connues. Exactement. Et on va se pencher sur leurs résultats financiers pour le premier trimestre 2025. Oui, notre base, c'est leur communication officielle, celle publiée fin avril. L'idée, c'est de décortiquer un peu les chiffres clés, les tendances et ce que ça nous dit pour la suite. C'est ça, on va essayer de comprendre leur dynamique actuelle. Alors, pour commencer, la performance globale de ce T1 2025, ça donne quoi? Ok, alors, chiffre d'affaires net, 1,206 milliard d'euros. Ça fait une hausse de 7,8% par rapport à l'année dernière. Pas mal pour démarrer l'année. Oui, c'est une belle entrée en matière. Et ce qui est intéressant, c'est la croissance organique, donc sans les effets de change et de périmètre. La croissance like for like, comme on dit. Voilà, exactement. Elle est à plus 7,5%. L'impact des devises est vraiment minime, plus 0,3%. Donc ça montre bien que c'est l'activité pure qui tire les chiffres. Une base solide, donc. Bon, si on regarde maintenant par secteur d'activité, les parfums et la mode, ça reste le gros morceau, j'imagine. Ah oui, clairement. 896 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ça représente presque les trois quarts du total, 74% pour être précis. Et là, la croissance, elle est comment? Très forte. Croissance organique de plus 10,4%. C'est vraiment le moteur du groupe. Ça vient des marques prestige, mais aussi du segment niche qui marche fort. D'accord. Ça valide leur cœur de métier, quoi. Et à côté, on a le soin, le skincare. Oui, le soin, c'est 144 millions d'euros, environ 12% du total. Et là, la croissance organique est à plus 7,2%. Donc positif aussi, stable. Ça suit plus ou moins le rythme global du groupe. C'est ça, une croissance saine. Mais le contraste vient avec le troisième pilier. Le maquillage, le make-up. Alors là, 165 millions d'euros, 14% du total. Mais la croissance organique, elle, est négative, moins 6,0%. Oui, et c'est le seul segment en recul organique. Ça interpelle un peu, non? Carrément. Ce moins 6% sur le maquillage, ça détonne par rapport au reste. C'est quoi l'explication possible d'après toi? Concurrence? Changement d'habitude? C'est la question. Est-ce que c'est un effet post-Covid où les gens se tournent plus vers le soin? Est-ce que la concurrence est particulièrement rude pour Puy sur ce créneau précis? Ou en souci interne? C'est un vrai point d'attention pour eux, c'est sûr. D'accord. Et si on regarde la carte du monde maintenant, les zones géographiques, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, les MEA, ça reste leur bastion. Oui, c'est leur plus gros marché, 644 millions d'euros, ça fait 53% du total. Mais la croissance organique y est plus mesurée, plus 3,8%. Hmm, solide mais pas la folie, quoi. C'est ça. Le dynamisme, il est ailleurs, notamment dans les Amériques. Ah oui? Ça donne quoi là-bas? Là, on parle d'une croissance organique de plus 11,8%. Ça représente 451 millions d'euros, donc 37% du total. Une vraie locomotive. Ah ouais, impressionnant, une croissance à deux chiffres. Et l'Asie-Pacifique, l'APAC, c'est souvent là que ça bouge beaucoup. Eh bien, ça se confirme. Croissance organique la plus rapide du groupe, plus 13,2%. Bon, la base est plus petite, 111 millions d'euros, ça fait 9% du total, mais le taux est très élevé. Donc Amérique et APAC tirent vraiment la croissance vers le haut. Ça compense la modération en Europe. Tout à fait, c'est crucial pour eux, ça montre un bon potentiel de développement géographique. Au-delà de ces grands chiffres, le rapport mentionne quelques exemples concrets d'effets marquants du trimestre. Oui, il y a par exemple des extensions de gamme pour les grands parfums de prestige, le lancement d'un nouveau parfum à niche, Blanche Absolue. Ok. Pour le maquillage, il cite l'ouverture d'un magasin flagship Charlotte Tilbury à Londres, à Covent Garden. Malgré le recul du segment, ils investissent dans l'expérience client. Et pour le soin? Renforcement de l'offre Derma avec un nouveau sérum chez Uriage, Roséliane. Donc ça montre qu'ils continuent à pousser sur tous les fronts, même si les résultats varient. Logique. Et tout ça, ça nous amène aux perspectives. Est-ce qu'ils maintiennent le cap pour 2025? Oui, confirmation des objectifs annuels. Ils visent une croissance organique LFL entre 6 et 8% pour l'année. Ok, donc dans la lignée de ce premier trimestre, voire un peu mieux. C'est ça. Et ils visent aussi une amélioration de la marge d'EBITDA ajustée, un indicateur clé de rentabilité qui devrait rester similaire à celle de 2024. Ils prévoient aussi un dividende de 212 millions pour 2024, soumis à l'AG. Et leur vision à plus long terme, elle bouge? Non, il la réitère, une ambition de croissance organique high single digit, donc vers 7-9% pour faire mieux que le marché beauté premium. Toujours l'idée d'améliorer la marge d'EBITDA ajustée. Et niveau bilan?
Toujours la prudence. Oui, garder le ratio dette-net sur EBITDA ajusté sous la barre des 2.0x et maintenir la politique de dividende autour de 40% du résultat net. Côté acquisition, M&A, ils redisent que l'approche sera sélective, focus sur l'adéquation stratégique. Donc pas de folie, on choisit bien ses cibles. Le fait qu'ils confirment tout ça malgré le recul du maquillage, c'est un signe de confiance, non? Absolument. Ça envoie un message assez fort sur leur confiance dans la solidité globale du portefeuille et leur stratégie. Bon, si on devait résumer ce trimestre, Un début d'année 2025 solide pour Puige. oui, porté par les parfums, très dynamique, et par les zones Amérique et Asie-Pacifique. Ce qui permet d'absorber la faiblesse passagère ou non, on verra, du maquillage et une croissance plus calme en Europe. Exactement. Et les objectifs annuels confirmés, signe de confiance de la direction. Voilà. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour la suite, non, Louis? Absolument. C'est à cette stratégie d'acquisition qu'ils annoncent sélective et ce défi sur le maquillage. Quelle pourrait être la prochaine étape pour Pug? Est-ce qu'ils vont chercher la perle rare pour relancer spécifiquement ce segment? Ou alors est-ce qu'ils vont plutôt continuer à miser sur la croissance interne de leur marque actuelle en doublant la mise sur les parfums et le soin qui fonctionnent bien? Une question qui reste ouverte et qui rendra le suivi de Puig encore plus intéressant dans les mois à venir.